Arié est vice-président de la LDH. Il est aussi avocat et vous l'avez peut-être vu dans ce rôle à plusieurs reprises de façon médiatique, défenseur de causes qui souvent nous sont chères et donc auteur d'un livre dont le titre dit tout de l'ambition quand même, Juifs français de gauche dans le désordre, qui, alors ça c'est mon analyse, part quand même pas mal de l'intime et de l'expérience vécue pour devenir très vite éminemment politique autour de questions d'actualité comme l'antisémitisme, l'antisionisme, autour du décolonialisme et du colonialisme, et qui même, on en discutait à l'instant, s'élève à un moment donné sur des analyses de concepts comme le campisme et son corollaire, la dialectique des moyens et des fins, et puis sur l'appartenance. Donc, on a relativement peu de temps, c'est quelque chose qui peut partir dans plein de directions. Moi, j'avais envie de démarrer sur les questions de décolonisation et de colonisation, qui sont des concepts historiques qui ont percuté la question de l'antisémitisme, et puis voir si, comme tu dis à un moment donné, je découvre l'envers du sionisme avec les Palestiniens qui vivaient étrangers sur leur terre, qui nous ramène tout de suite au cœur des problèmes que nous allons évoquer. Arié, est-ce que tu dis quelques mots rapidement? On essaiera de donner un assez large temps à la discussion avec la salle. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Oui, je vais rapidement vous tendre le micro parce que je ne vais pas vous parler d'un bouquin que j'ai écrit, je préfère qu'on parle des sujets qui sont évoqués dans ce bouquin, si vous le souhaitez, et qu'on ait une approche un peu plus démocratique à un moment où la démocratie est à ce point en danger, mise en péril. Juste un mot sur la question que tu me poses. Je parle de colonialisme, je parle de décolonialisme. Mon livre s'appelle Juifs français de gauche, 3 petits points dans le désordre. Il y a peut-être un mot que j'aurais pu ajouter, une identité que j'aurais pu ajouter, mais c'est peut-être celle de maghrébin, qui vient d'Algérie par mon père, qui est né à Constantine, et de Tunisie par ma mère, qui est née à Tunis. Et évidemment, la colonisation et la décolonisation a comme tu le dis, percuté ou fait entrer en collision une pluralité d'identités. Être français, pour un juif algérien, ça date du décret Crémieux, par exemple, en 1873. Alors qu'auparavant, eh bien, les juifs algériens n'étaient pas véritablement français. Ils avaient le statut du code de l'indigénat, comme les musulmans. Et pour les Tunisiens, pour ma mère par exemple, elle est devenue française par la suite quand elle est arrivée en France. Et pourtant, ils sont partis d'Algérie et ils sont partis de Tunisie. D'Algérie au moment de la décolonisation, en 62 pour mon père, et de Tunisie en 67 pour ma mère, au moment de la guerre israélo-arabe de 1967. Et tous ces événements sont liés. Et donc moi, si j'ai écrit ce bouquin, j'envisageais pas forcément de l'écrire, je voulais d'écrire un bouquin sur les violences policières, c'est quelque chose que je connaissais très très bien, parce que ça faisait 15 ans que je traitais la question des violences policières. Et on est venu me voir après le 7 octobre, mon éditrice qui m'a dit, voilà, c'est une question que tu pourrais aborder parce que tu as vécu des événements dans ta vie qui pourraient éventuellement parler à beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on peut être encore juif et de gauche en France? C'est une question que beaucoup se posaient à un moment où il y a eu un clivage au sein des gauches. On voit à quel point ce clivage est important parce qu'il empêche les gauches de travailler ensemble à un moment où elles devraient être solidaires et être liées. Aujourd'hui encore, après cette motion de censure, on voit que ce clivage ne cesse
de s'empirer et qu'il est lié notamment à toutes ces questions d'identité, pas forcément identitaire. Voilà, j'ai trop parlé. Je vous donne la parole, on peut aborder absolument tous les sujets, tous les mots, parce que l'idée c'est aussi de comprendre les mots, parce qu'on se rend compte qu'il y a des mots comme sionisme, antisionisme, juif, antisémitisme, pogrom, crime contre l'humanité, génocide, tous ces mots qui sont jetés dans le paysage politique, qui ont une pluralité de significations et qui empêchent un langage commun. Donc si vous le souhaitez, aujourd'hui, on va essayer en très peu de temps de retrouver un langage commun. Qui est-ce qui passe le micro? Bonjour, merci de cette invitation faite par LDH, merci de toute cette soirée. Voilà, moi j'ai toujours été frappé, au-delà de la problème de colonisation et de décolonisation, puisque là on parle de la judéité, pourquoi de tout temps les juifs ont été évincés, martyrisés, etc. Et ensuite, c'est peut-être sur ces schémas-là que se greffent depuis quelques décennies, depuis la colonisation, d'autres systèmes qui s'inspirent de ça. Voilà, c'est ça ma question. Je vous propose qu'on prenne 3-4 questions et j'essaierai d'aborder une réponse et puis on fera un autre tour si on a le temps. Merci pour cette invitation, ce format un peu inversé. Puisque vous invitez à réfléchir sur les mots et à partir de l'actualité, mais il y a une chose qui me frappe en étant plus membre d'un parti de gauche, sur ce qui se passe en Palestine. Très vite, elle a été question d'utiliser le mot génocide, et quand on voit dans les rassemblements, c'est un mot qui revient souvent, et je m'interroge beaucoup sur cette façon de vouloir l'utiliser comme si ça donnait une nécessité supplémentaire de réagir face à ce qui se passe. Il y a un massacre est un massacre, il y a une guerre est une guerre, elle est déclenchée, et quand les conventions internationales ne sont pas respectées, il faut le faire. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve un peu étrange dans cette façon de se dire qu'il faut d'abord reconnaître que c'est un génocide, comme si une fois qu'on l'a reconnu, on pourra ensuite ça donne plus de légitimité à défendre le peuple palestinien. Sous-entendu, tout ça parce que ce sont des juifs en face. Et c'est un peu curieux d'axer en fait une partie de la campagne sur ce mot-là, alors qu'on aurait très bien pu l'axer par exemple sur le fait que les États européens ont continué à vendre des armes, et donc là ça renvoie non pas une responsabilité énorme autour d'un mot d'un peuple, mais une responsabilité très directe et très concrète d'États qui continuent à vendre, à faire un commerce d'armes. Voilà, donc est-ce que et forcément ça crée du malaise en fait entre nous. Vous avez dit un problème entre les partis de gauche, je vous le confirme, ou même au sein d'un même parti, on n'est pas toujours à l'aise sur la façon d'utiliser les mots. Mais moi ce qui m'interroge beaucoup, c'est pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance à des mots alors que politiquement on doit aussi s'inquiéter de ce que font nos représentants de pays européens dans ce conflit. Nos pays. Bonsoir. Pour un autre mot, moi ce qui m'interpelle dans notre socioculture actuelle et depuis des années, c'est le mot d'identité. Puisque je suis née en 80 et justement on ne voulait pas se définir par une identité ni confessionnelle ni d'origine. Donc même des personnes qui dénoncent finalement l'identité, je vous renvoie aussi un peu au titre de votre livre, je ne l'ai pas encore lu, mais vous mettez des adjectifs qui sont censés, vous en rajoutez même là instamment. Voilà, j'avais envie d'entendre ça parce que ça ne me paraît pas anodin. Je n'ai pas envie de me définir en fait moi, je vous le dis aussi. Ouais. Une question qui est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais enfin vous nous avez dit au départ qu'on pouvait parler de tout. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif Stop Bolloré que vous animez, parce que bon, ce sont quand même des médias et des journaux qui libèrent largement des paroles, si ce n'est raciste, en tout cas islamophobe, et je crois que c'est
indirectement, c'est quand même dans le sujet. C'est un peu dans le sujet, peut-être que je l'aborderai, mais je vais commencer peut-être par les questions qui sont un petit peu plus dans le sujet, puis je répondrai, mais le collectif Stop Bolloré existe toujours, il lutte toujours contre les médias Bolloré, c'est-à-dire contre une concentration réactionnaire visant à instaurer justement une certaine vision de la société, une vision homogène de l'identité, mais j'y reviendrai parce que effectivement c'est la question centrale, celle de l'identité. Mais avant, évidemment, vous évoquez la question de l'antisémitisme. Et donc, peut-être essayer ensemble de déployer les mots dans leur pluralité de signification. Parce que ce à quoi on assiste, et pour revenir sur les clivages, pas que d'ailleurs au sein des gauches, mais dans la société de manière générale, il y a une fracturation comme au moment de l'affaire Dreyfus, au moment qui a vu naître l'idée des droits de l'homme d'ailleurs, dans l'intime même. Des familles, j'ai vu des couples se séparer, des amis ne plus se parler, parce que juifs, parce que musulmans, et ne plus pouvoir se retrouver alors qu'ils étaient amis depuis toujours. Qu'est-ce qui fait cette fracturation de l'intime même? Et je crois que c'est, pour résumer, le fait que tous ces mots-là, qui sont employés, et qui ont des registres différents, le mot génocide par exemple, est né d'un registre juridique, il a été créé par Raphaël Lemkin, et il est utilisé à des fins politiques aujourd'hui aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour dire si c'est bien et mal, c'est le cas. Mais pour revenir sur le mot antisémitisme, lui aussi il a une pluralité de définitions, et selon la façon dont on le définit, et si on a une seule définition d'ailleurs, il peut y avoir des personnes qui se retrouvent l'un en face de l'autre, qui se parlent et qui utilisent ces mots, mais qui entendent derrière le même mot des significations différentes, et donc ils ne peuvent plus se parler parce qu'ils n'ont pas le même langage. Et je crois qu'il y a un vrai problème, mais qui est anthropologique, c'est qu'on essaye de trouver une ontologie aux mots, alors qu'il faudrait pouvoir déployer la pluralité de sens et de signification des mots, et accepter. Et je pense que c'est la condition sine qua non à un langage commun, accepter que chaque mot peut avoir une pluralité de sens et de signification, y compris dans un séquençage historique. Pour revenir précisément sur l'antisémitisme, sur le mot antisémitisme, pourquoi est-ce que les juifs ont de tout temps été... Ça vient de la judéophobie chrétienne. Ça vient Alors, vous me direz, mais pour moi, c'est né de la judéophobie chrétienne. Hérode martyrisait les juifs. On en parlera si vous voulez. Ce que je vois moi, c'est une cristallisation au moment du christianisme. Pourquoi? Parce que les évangiles ont considéré que le peuple juif était celui qui avait trahi Jésus. Et que, à partir de ce moment-là, il n'avait pas accepté la parole nouvelle. Et s'est cristallisé effectivement au cours de l'histoire une judéophobie. On ne parle pas encore d'antisémitisme. La connotation antisémite, le terme antisémite est né beaucoup plus tard. Et il a une coloration politique. Alors que la judéophobie a essentiellement une coloration religieuse. Et évidemment, ça a donné lieu à une succession d'oppressions, comme la Sainte Inquisition en Espagne, avec Isabelle la Catholique. Et en France, quand on parle, parce qu'on n'a pas besoin d'aller en Espagne, même si l'Inquisition a été massive, mais quand vous êtes en France et que vous savez que ce qu'on appelait les nations, à l'époque les nations juives, c'est-à-dire les communautés juives, on parlait de nations, notamment en Rhénanie ou bien dans le sud de la France, un petit peu à Paris, avaient leur rue, parce qu'ils étaient cantonnés dans certains métiers, ils portaient la rouelle, donc il y avait déjà une discrimination qui était imposée par les rois, et ils n'avaient pas le droit d'exercer un certain nombre de métiers. Et notamment, un grand nombre de métiers, ils étaient cantonnés notamment dans les métiers d'usure, et de l'argent, et ces métiers d'usure, d'ailleurs, ont créé un stéréotype
par la suite antisémite, puisque c'est de là que vient l'image du juif avare, du juif qui détient les cordons de la bourse, et par la suite, on a eu une transformation politique, pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on a eu une transformation politique de la judéophobie par plusieurs biais, notamment par le biais du protocole des sages de Sion, qui est un faux élaboré par la tsarie blanche, et qui a essaimé à travers l'Europe, et plus loin encore, et qui montrait une succession de sages juifs ou d'anciens juifs qui avaient pour vocation de dominer le monde. Voilà un peu comment est née cette image. Et le mot antisémitisme, il est né, et c'est peut-être d'ailleurs commencer à parler de qui peut être antisémite ou d'où vient l'idéologie antisémite ou le mot antisémite. Le mot antisémite, il a été créé par un Allemand. Mais pas au moment de l'Allemagne nazie, il a été créé par un député d'extrême gauche qui s'appelle Wilhelm Marr, et le mot c'est antisémitismus, et donc il avait déjà cette vision selon laquelle les juifs détenaient l'argent et le pouvoir, et donc il y avait une création, il y a eu une création à ce moment-là de la Ligue antisémite, il a créé la Ligue antisémite, et sa vision c'était déjà de renvoyer tous les juifs à Sion. Oui, bien avant le sionisme, bien avant. Voilà comment est née progressivement l'idée de la judéophobie politique et donc de l'antisémitisme, et qui a essaimé, et qui a vu naître aussi la Ligue des droits de l'homme, puisque au moment de l'affaire Dreyfus, la France est fièrement antisémite. Il y a un mélange de la judéophobie chrétienne et de l'antisémitisme politique. Et l'histoire des juifs français, il faut la comprendre, et c'est pour ça qu'on va commencer à parler des identités, parce que moi j'ai pas de difficulté à parler des identités, ce sont des réalités. Après, on peut utiliser d'autres mots que le mot identité. Est-ce que juif, c'est une identité? C'est une religion? Ou pas, d'ailleurs. Quand je parle à des gens et que je leur dis juif ou judaïsme, ils me disent oui, mais juif, c'est une religion. C'est être adepte d'une religion. Il y a beaucoup de méconnaissances sur le mot juif parce qu'il y a eu une sécularisation du judaïsme en France ou ailleurs, et que le mot juif, certains ont utilisé le mot judéité, qui est différent du mot judaïsme. Le mot judéité, c'est déjà une sécularisation du judaïsme. Le judaïsme, c'est effectivement la religion. La judéité, c'est un sentiment de lien avec une communauté beaucoup plus large, au sentiment d'être juif ou d'avoir une identité juive, sans forcément d'avoir une idée de transcendance, sans forcément croire en Dieu, sans forcément vouloir pratiquer quoi que ce soit. Et pour revenir à la naissance de la judéité, au moment de la Révolution française, c'est là que ça se passe en France. Au moment de la Révolution française, vous avez des nations juives qui sont discriminées, qui n'ont pas le même sort que tout le monde, et on leur dit, vous aussi, il y a une grande discussion là-dessus, un grand débat. Est-ce que les juifs vont avoir accès à la citoyenneté? Et vous avez un grand nombre de discours, l'un des plus connus est celui de Clermont-Tonnerre, qui va dire, en gros, aux juifs, on accordera tout en tant que citoyen, rien en tant que nation. Et c'est là que va se cristalliser l'histoire du judaïsme français. Un certain type de judaïsme français. Parce que, d'abord, il va évoluer, et en plus, vous avez un judaïsme, ou une judéité, qui va être différente selon les pays, selon l'histoire, et selon le modèle d'expression et d'expression culturelle ou cultuelle. Aux États-Unis, aujourd'hui, la culture judéo-américaine n'a strictement rien à voir avec la culture judéo-française. Pourquoi? Parce que, et j'y viens, au moment de la Révolution française, on a dit aux Français, vous avez le droit d'être citoyen, mais il faut renoncer à votre culte, vous devez le mettre dans le ressort purement privé, et vous ne devez pas vous exprimer en tant que juif, mais uniquement en tant que citoyen. Un petit peu l'idée d'ailleurs que vous évoquiez. Je ne veux pas me définir comme. Ça vient, et c'est une construction, hein, c'est une construction politique, qui est extrêmement française. C'est le modèle de l'assimilationnisme. C'est ce creuset qui faisait dire que
on allait pouvoir avoir une nation une, et là on parle de nation une et indivisible, par le seul biais de l'assimilationnisme. On oublie toutes les singularités, toutes les particularismes, et nous sommes citoyens français. La nation est une et indivisible. C'est une construction et juridique et politique. C'est un peu ce que vous exprimez, si je ne m'abuse. Et si ça marche, pourquoi pas? Est-ce que ça a marché? C'est ça la question. Est-ce que l'universalisme, une certaine forme de conception de l'universalisme, c'est-à-dire un universalisme figé, celui qui consiste à dire à partir du moment où on déclare de manière performative que tout le monde est né libre et égaux en droit, c'est bon, on a fini. Et c'est le cas, tout le monde est libre et égaux en droit. Ou bien ça va se faire avec le temps. Et on se rend compte qu'en réalité, les discriminations, l'impossibilité de faire naître cette idée de creuser ou de nation homogène, avec une seule identité sous l'égide du mot citoyenneté, ben ça suffit pas. Et au contraire, les Juifs, on leur a rappelé quoi? On leur a rappelé que, alors qu'ils avaient tout fait justement pour se mouler dans ce modèle qu'on leur a imposé, et ça ne concerne pas que les Juifs aujourd'hui, hein, c'est-à-dire celui de la citoyenneté, la possibilité de devenir par exemple des Juifs d'État, comme ce fut le cas par exemple pour Dreyfus. Devenir juif et militaire, c'était pratiquement impensable à cette époque-là. Et donc ils ont tout fait pour accéder à ces fonctions et être reconnus. Quitte à en oublier, à s'assimiler, à pratiquement oublier l'idée de ce qu'est être juif, même s'ils savaient plus ou moins ce que ça voulait être, mais c'est surtout qu'on leur a rappelé. Et on leur a rappelé d'une cruelle manière. On leur a dit « Ah oui, vous êtes citoyen, mais vous êtes d'abord juif. » L'affaire Dreyfus, c'est ça. Et bien d'autres encore. Et au moment de Vichy, vous allez perdre votre nationalité. Je vous parlais tout à l'heure du décret Crémieux. Mon arrière-grand-père, en Algérie, est devenu, enfin moi je viens probablement d'une tribu berbère convertie au judaïsme, puisque c'est la question du peuple qu'on pourra évoquer, mais on n'aura pas le temps. Qui est primordiale. Mais probablement d'une tribu berbère convertie au judaïsme, mais qui se sentait algérienne, en tout cas dans la conscience qui est née progressivement, ou pas d'ailleurs, peu importe. Et à un moment, on leur a dit, c'est Crémieux, député français, juif aussi, qui leur a dit, premier décret, vous pouvez opter pour la nationalité française. Vous, juifs uniquement, pas votre voisin musulman, celui avec qui vous vivez. Pratiquement aucun n'a opté pour la nationalité française. Et pour le statut de français plein et entier. Et donc, Crémieux n'a rien de trouvé de mieux à faire que de l'imposer. Et donc, du jour au lendemain, par décret, les Juifs, Algériens, Maghrébins, sont devenus français sans rien avoir à demander à qui que ce soit. Et il y a eu un schisme au sein des familles, des voisins, des amis, et schisme qui s'est cristallisé au moment de 62, avant, pendant la guerre d'Algérie, et qui a fait que les Juifs algériens, devenus français, ont dû partir. Parce que on leur avait posé le stigmate français, l'identité française, sans qu'ils l'aient demandé. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, oui, on a imposé une identité, mais on leur a toujours rappelé, au moment de Vichy, il y a eu une abrogation du décret Crémieux, et du jour au lendemain, mon arrière-grand-père, il a perdu sa nationalité française, sa citoyenneté, et il est redevenu juif algérien. Parce que du jour au lendemain, on a abrogé. Et puis après la guerre, on lui a redonné. C'est un peu compliqué à gérer, hein, toutes ces allers-retours d'identité, alors qu'on essaye de les construire, de les façonner en tant que sujet, et collectivement, évidemment. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il faut que je réponde à votre question. Est-ce que justement le concept d'identité est bien adapté, alors que ça fout le bordel? Moi, je ne me pose pas cette question. Je me dis que ce sont des réalités sociologiques, personnelles et collectives, les identités. Il y en a une pluralité, ce n'est pas que des identités de confession. Ce ne sont pas que des identités culturelles ou culturelles. Ce sont aussi des identités politiques, de genre, d'orientation sexuelle, et j'en passe. Et il y en a une pluralité. Et la question c'est, est-ce que l'on ne peut pas envisager
que plutôt que de nier cette pluralité d'identités qui sont en nous et qui sont une construction sociale, toutes ces identités et d'identités évidemment sont des constructions sociales, comme le fait d'être homme, comme le fait d'être femme. Mais est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que de les nier, de les regarder en face et de voir comment elles se sont construites, c'est-à-dire comme un miroir de la société. Je suis moi devenu juif parce que j'entendais les prières le soir du Shabbat, parce que je voyais ma mère allumer les bougies, parce que j'allais à la synagogue avec mon grand-père, parce que j'entendais des airs, des mélodies, parce que on m'a expliqué ce qu'était être juif, parce qu'on m'a expliqué qu'être juif c'était aussi l'oppression millénaire, c'est aussi cette identité d'opprimé, hein, pas que, heureusement. On m'a expliqué, j'ai compris ce qu'était être homme progressivement également, j'ai compris ce que c'était qu'être français progressivement. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager de regarder toutes ces identités qui sont un miroir des discours projetés en soi dans le sujet? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le sujet, tel qu'il a été conçu à travers la philosophie et la politique, tel qu'il a été narré, puisque ce sont des narratifs à chaque fois, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce narratif du sujet singulier ne pourrait pas être envisagé en tant que sujet pluriel? Et ça, c'est un narratif qui est rare, voire que j'ai jamais rencontré, y compris dans la philosophie existentielle comme avec Sartre. On parle toujours évidemment de l'altérité et du fait que le sujet se construit dans l'altérité, mais on ne parle pratiquement jamais de sujet pluriel, c'est pratiquement antinomique, voire contradictoire. Et moi je me demande si justement on ne devrait pas aller vers une autre narration, puisque ce ne sont que des narrations, à l'image de l'évolution de la narration du corps humain, puisque le corps humain pendant très longtemps a été considéré de manière homogène, comme une forme de monade, et maintenant on sait que le corps humain est une symbiose d'une pluralité d'espèces. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une narration différente pour le sujet et de considérer effectivement qu'à partir de ce moment-là, où il y a une pluralité d'identités, on ferait évoluer la question du sujet et partant, puisqu'il est la symétrie de la société, considérer qu'on peut envisager une autre narration de la société, pas celle qu'on a construite jusqu'à maintenant, celle de l'universalisme figé et non pas de l'universalisme dynamique, promesse inachevée, pas celle du creuset dont on parlait, de l'assimilationnisme, où moi je ne veux pas me définir, je veux juste me définir en tant que citoyen éventuellement, ou avoir la qualité de citoyen. Je ne parle pas d'appartenance, hein. Je rejette l'idée d'appartenance. Je n'appartiens pas à une identité, à une culture, à une religion. J'ai une identité, une religion, une culture. Je n'appartiens pas à une société, je fais société. Ce sont deux vraiment aspects et approches différentes, extrêmement subjectives. Mais pour revenir sur la question de la société, est-ce qu'on ne peut pas, à partir du moment où le sujet considéré comme pluriel est l'image et la symétrie d'une société qui elle-même plurielle, écarter le narratif du creuset assimilationniste, écarter éventuellement le modèle, d'autres modèles, comme le modèle américain, qui est plutôt une coexistence et une juxtaposition d'identités culturelles qui peuvent s'assumer, s'exprimer pleinement, mais qui coexistent les unes à côté des autres, considérer qu'on peut envisager une société qui est plurielle et qui s'assume dans une articulation de ces identités, et à chaque fois qu'il y a du chaos, comme on l'a vu, au moment du 7 octobre ou à d'autres moments. Je pense en 2014, au moment de l'opération Bordure Protectrice par exemple, ou d'autres moments où il y a ces conflictualités d'identité, pouvoir se repositionner à chaque fois sans forcément abandonner l'une des identités, mais les repositionner les unes avec les autres. Peut-être qu'on aurait un autre modèle, un autre narratif qui peut s'envisager et qui permettrait peut-être quelque chose de plus flexible, de plus souple, de plus cohérent, de plus harmonieux. Alors, pendant qu'on fait passer les micros, je voulais juste rebondir sur tes propos là. Quand les identités narratives rencontrent la loi, comment ça se passe? Je reviens sur le décret Crémieux. Bon, alors, on était avant la période vichiste, etc. Donc, quand on dit tous les juifs dorénavant sont français, comment on définit le juif? C'est la loi qui fixe. Qui fixe ce qui est juif. Ah bah là c'était même un décret, c'était même pas la loi. Oui. Et évidemment c'était un décret qui peut s'analyser de manière extrêmement discriminante,
puisqu'il est figé et il est sur une identité culturelle ou culturelle qui n'est même pas définie elle-même véritablement, de la même manière que ce fut le cas avec les premières lois de Vichy, signées par Pétain, et évidemment comme certaines lois de Nuremberg, qui a posé la définition du juif, et qui a fait de certaines personnes qui ne s'imaginaient même pas juives par leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Donc voilà, mais oui, la loi peut imposer une certaine vision de l'identité et imposer une identité qui n'a rien à voir avec... C'est pour ça que je vous disais que, y compris dans un modèle universaliste, vous pouvez avoir des législations qui sont infiniment discriminantes. Et peut-être prendre d'autres questions éventuellement dans le public. Alors il y a une remarque par rapport à ce que tu as dit. Je viens de lire récemment, parce que je suis en train de l'étudier, des textes d'Edgar Morin. Et on trouve très bien ce que tu as dit là sur la complexité et la pluralité, effectivement, qui ne sont pas séparés mais reliés à la fois au niveau individuel et au niveau société. Donc il y a des très très beaux textes de Morin. Alors j'avais deux questions. Une première, c'est la loi Maillard et effectivement la distinction entre antisémitisme et antisionisme. Par exemple, Edgar Morin a été condamné, il n'a pas été condamné puisqu'en fait il a gagné son procès. Il a été mis en procès pour propos antisémites. Alors quand on sait qu'Edgar Morin est en fait un juif moran, et qui revendique bien... Provocation à la haine raciale, précisément. Provocation à la haine raciale. Oui, sur un très beau texte qu'il avait écrit au moment de... et je trouvais que son texte était très équilibré. Alors comme d'habitude, dans ces techniques actuelles, on isole une phrase du texte et on la met en boucle, etc. Alors que le texte était quand même très équilibré et très, très chouette. Et donc en fait, il y a tout ce travail effectivement de distinction entre antisémitisme et antisionisme. Donc ça, c'est la première. La deuxième question, qu'est-ce que tu penses du rapport d'Amnesty International sur la notion de génocide? Parce qu'en fait, la génocide a une définition très importante en droit international. Même au moment de l'Afrique du Sud, il ne parlait pas de génocide, mais de prévention de situations génocidaires potentielles, alors que le rapport d'Amnesty, alors j'ai pas encore lu les 300 pages en anglais, hein, j'ai pas terminé la lecture des 300 pages en anglais, mais qu'est-ce que tu penses de ce rapport d'Amnesty International? Ça va me permettre d'ailleurs de répondre à la question que j'ai un petit peu éludée tout à l'heure sur le génocide. Deux, trois autres questions, si on a encore un peu le temps. Bonsoir. Ça sera la dernière volée de questions, si j'ose dire. Donc. On m'a donné le micro, du coup je me permets de prendre la parole. Je suis tout au fond. Je suis là. Bonsoir. Du coup, tout d'abord, j'ai pas lu votre livre, je permets de le dire, donc j'en suis désolé. Ouais, j'ai bien compris, je vais peut-être là-bas, si vous me réussissez à me convaincre. Mais ce que je voulais vous dire, du coup, c'est par rapport au fil de la soirée. Il me semblait quand même important, enfin vous l'avez évoqué, mais la question de la colonisation, de la colonialité. De savoir, en fait, j'aimerais savoir votre avis sur l'État français, en tout cas la société française, qui est toujours marquée par cette colonisation, colonialité, notamment vu de votre histoire, ce que vous avez évoqué par vos parents. Bon, ça me semble assez logique, et j'aimerais faire un parallèle, vous l'avez dit, mais avec l'État d'Israël. Il me semble que dans l'histoire d'être colon, il y a une forme de paranoïa, une impression d'être assiégé. Et j'ai l'impression que petit à petit, c'est en train le poison est en train de s'immiscer dans notre histoire française, cette impression d'être assiégé par les autres minorités, et que tout doucement, on commence, enfin pas tout doucement, à dériver vers un peu, à ressembler en partie à l'État d'Israël actuel. J'aimerais avoir votre avis sur tout ça. Est-ce que c'est pertinent de comparer? Et voilà, enfin, je pense que vous, votre histoire personnelle, vous pouvez... Bon, je pense qu'on a encore 2 heures au minimum. Donc il va falloir renoncer au concert. Hein. Mais je vais essayer de répondre de manière synthétique, autant que faire se peut, parce que c'est vraiment des questions compliquées. D'abord, sur l'assimilation, antisémitisme, antisionisme, parce que c'est une question évidemment qui est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits, et qui a même été au cœur des élections, tant européennes que législatives. C'était même la construction et la structuration comment dirais-je, de la disqualification par les macronistes et la droite, pour résumer, d'une grande partie de la gauche et du NFP. Et donc évidemment, c'était au cœur du sujet, et on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années que la question de l'antisémitisme pouvait être à ce point un objet
et que les identités juives et musulmanes puissent être à ce point projetées comme des objets dans le cadre d'un champ politique. C'était dramatique. Et donc il faut arriver, évidemment, à redonner ces définitions pour pouvoir éclairer et pour éviter qu'il y ait des instrumentalisations de nos identités qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à celles qui s'en revendiquent. Donc, antisionisme, antisémitisme. Il y a effectivement la loi française qui a aligné sur la définition de l'IHRA la question de la définition de l'antisémitisme qui est infiniment compliquée à définir. D'ailleurs, ils n'ont pas retenu toute la définition de l'IHRA qui prévoit une succession d'hypothèses par la suite, dont certaines qui sont extrêmement dangereuses. Par exemple, la simple critique focalisante de l'État d'Israël peut, selon les hypothèses de la définition de l'IHRA, qui n'a pas été retenue par la loi française heureusement, être qualifié d'antisémite par cette définition. Et d'ailleurs, l'un des fondateurs et la créateur de la définition de l'IHRA s'est exprimé, je ne sais plus vraiment son nom, mais il s'est exprimé, il a dit « Je regrette la façon dont on a utilisé la définition qu'on a façonnée à des fins de recherche. » Et exclusivement à des fins de recherche, pour comprendre dans le champ politique et intellectuel et dans les discours ce que pouvait constituer la question de l'antisémitisme. Et on l'a utilisé comme un objet politique, voire comme une norme légale. Et donc évidemment il regrette ce qu'on a fait de sa définition. Mais est-ce que l'on peut répondre de manière claire et précise sur est-ce que avoir un discours antisioniste c'est d'abord un discours antisémite? Bien évidemment que non. Est-ce qu'il peut y avoir des discours antisionistes qui peuvent être qualifiés d'antisémites? Bien évidemment que oui. Est-ce que nous sommes dans une époque où il y a eu un dérapage tant dans l'extension du champ de la qualification de l'antisémitisme par un champ politique et médiatique? Évidemment que oui. Et donc il y a ce qu'on appelle une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques, voire à des fins islamophobes, comme c'est le cas pour le Rassemblement national ou pour une partie de l'extrême droite, qui en a fait un ressort politique, ce qu'on appelle le philosémitisme raciste. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on a assisté lors de la manifestation du 12 novembre, qui a cristallisé le devenir et des gauches, du lien entre les gauches, et de ce que pouvait être l'extrême droite dans le champ de l'arc républicain. Je ne vais pas y revenir parce qu'on n'a pas le temps. J'aimerais, mais on n'a pas le temps. Mais est-ce que, pour finir sur l'assimilation, comment est-ce qu'on peut faire le décalage entre l'antisionisme et l'antisémitisme? Il faudrait redéfinir ce qu'est le sionisme. Et aujourd'hui, pour beaucoup, dans le champ politique, dans la gauche radicale, et notamment dans une partie du mouvement de solidarité pour la Palestine, le mot sionisme n'est qu'une insulte. Et il est une insulte en soi, peut-être la pire des insultes, assimilée pour certains à nazisme. Et alors même que le sionisme, je parle de manière historique, était une promesse de libération nationale. C'est-à-dire un peuple sans terre qui voulait, parce qu'il avait été opprimé de manière millénaire, trouver un endroit, un lieu de refuge, et pouvoir, non pas d'ailleurs créer un État, mais créer un foyer au début. Et vous avez une pluralité d'idéologies sionistes qui vont du socialisme travailliste le plus intense, comme celui de Martin Buber, par exemple, qui va définir sa vision du sionisme et qui va participer à la discussion sur le sionisme au moment du congrès de Bâle ou des autres congrès successifs du sionisme. Et lui, il va définir sa vision, c'est des travailleurs palestiniens arabes et des travailleurs palestiniens juifs qui vont travailler la terre ensemble. Et d'ailleurs, ça se rapproche, cette idée sioniste, puisqu'il se définit comme sioniste, de l'État binational qui est aujourd'hui revendiqué par une grande partie de l'antisionisme. Et c'est ça qui est dingue. Mais ce n'est pas le compromis qui a été retenu par les sionistes. Vous aviez un sionisme socialiste, vous avez un sionisme pragmatique,
celui de Herzl, c'est celui qui l'a emporté dans le compromissionniste, et vous aviez aussi un sionisme évidemment révisionniste, et un sionisme qui portait les stigmates du sionisme religieux, celui qui l'a emporté aujourd'hui en Israël, et qui fait qu'on a un État objectivement que l'on peut qualifier de fasciste, colonisateur, mais le sionisme c'était initialement évidemment un mouvement d'autodétermination, mais également un mouvement une stratégie, en tout cas, de colonisation de peuplement. Donc vous avez, et c'est toute l'ambiguïté de la question du sionisme, c'est que vous avez les deux initialement. Et ce que c'est devenu n'était pas forcément ce que certains voulaient que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il faut réappréhender le mot sionisme. Et donc le mot antisionisme, est-ce que le mot antisionisme signifie disparition de l'État d'Israël alors qu'il a été reconnu par l'ONU en 1947 et par les communautés, et donc par le droit international tout au moins? C'est une vraie question. Et quand vous avez l'expression de From the River to the Sea, qui est devenu un des slogans d'une grande partie du mouvement de solidarité pour la Palestine, qui a une ambiguïté, puisqu'il veut dire pour certains, on est pour un État binational éventuellement laïque, avec une absence de discrimination entre les personnes, et d'autres qui vont l'associer au mot de résistance pour les actes commis le 7 octobre. Et donc, qui, derrière ce mot, considèrent qu'il faut que le rapport de domination, et on parlait de colonialisme et de décolonialisme, c'est-à-dire la grille de lecture de dominant-dominé, la grille de lecture du matérialisme dialectique ou du matérialisme historique, est la seule à pouvoir s'appliquer, et donc ce sont les dominés qui doivent l'emporter sur les dominants, quitte à tuer des civils. Et donc on a une perte de repère absolue. Pour résumer la question, donc l'antisionisme, ça peut aussi vouloir dire pour certains ça aussi. Et donc lorsque c'est toute l'identité juive qui est visée, c'est compliqué, parce que Israël se définit lui-même aujourd'hui, avec la loi de 2018, comme État juif. Donc, ils n'ont pas aidé, hein. Ils ont même emprunté ce chemin d'assimilation entre le fait d'être juif et le fait d'être sioniste, et le fait d'être antisioniste et éventuellement quelquefois d'avoir une pensée antisémite, c'est-à-dire lorsque l'on vise l'identité juive, pour résumer. Voilà pour essayer d'avoir à répondre à cette question. Et donc il faut distinguer à travers les discours, y compris au sein des gauches, parce qu'on l'a vu, l'antisémitisme, il y a un antisémitisme de gauche, et une vraie... Jaurès lui-même d'ailleurs, au moment de l'affaire Dreyfus, c'était un anti-Dreyfusard. Pourquoi? Parce qu'il considérait que les juifs c'était une classe bourgeoise, dominante, et que il fallait lutter contre cette classe bourgeoise. Donc il a eu beaucoup de mal à rentrer dans le dreyfusisme. Il y a été amené par certains, notamment par des membres les membres fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Et donc il a su, et c'est là que l'on voit qu'il y a toujours une possibilité de bifurquer, de changer, de se remettre en question, de comprendre ces grilles de lecture et de les transformer et de les adapter à la réalité et à l'événement. C'est ça qui est important, s'adapter à l'événement à chaque fois. Et pour finir, parce que là il est 20h31 et j'ai dépassé mon quota de temps, mais vous nous avez parlé de colonisation, de décolonisation et de génocide, parce qu'il faut vraiment que je réponde à la question sur le génocide. Génocide, comme je vous l'ai indiqué, c'est un alliage de deux mots créés par Raphaël Lemkin, qui est un juif polonais, juriste, et qui va inventer le mot à partir du préfixe du génos et du suffixe sid, c'est-à-dire exterminer. À la même époque, vous avez un autre juif polonais, c'est une histoire assez incroyable, qui a été d'ailleurs racontée par Philippe Sands, qui est un avocat, qui est l'avocat de la Palestine, et qui a fait condamner l'État d'Israël sur l'illégalité des colonies, devant la Cour internationale de justice. C'est lui aussi d'ailleurs un avocat juif. Et il va écrire un bouquin sur ces deux juifs polonais qui vont, au moment de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, essayer de comprendre comment le droit pénal, notamment international, pouvait être un outil de protection ou de condamnation d'actes
qui était inédit dans l'histoire de l'humanité, en tout cas pour l'Otterpack, c'est-à-dire le crime contre l'humanité. Ces deux termes vont devenir des qualifications juridiques. C'est quoi les qualifications juridiques? Ce sont des infractions pénales au niveau international qui ont des définitions précises, qui sont notamment reconnues par le statut de Rome, et pour chacun de ces mots, les juges, parce qu'il incombe aux juges ou aux avocats ou aux requérants, comme ce fut le cas notamment pour l'Afrique du Sud, lorsque l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice de manière provisoire pour faire reconnaître sa compétence d'abord. On n'est que sur la compétence. Et la Cour internationale de justice a, au regard des critères du statut de Rome et du génocide, considéré qu'il y avait non pas un génocide, mais elle n'avait pas le droit de le dire de toutes les manières, parce que c'est au cours d'une enquête qui va durer très longtemps, comme c'est le cas à chaque fois lorsqu'il s'agit de déterminer si la qualification juridique est applicable, dit qu'il y avait, enfin elle ne l'a même pas dit, mais c'est le principe même de sa compétence, un risque plausible de génocide. Et à partir du moment où il y a le risque plausible de génocide, moi, Cour internationale de justice, je suis compétente et j'ordonne des mesures provisoires pour éviter, alors, soit l'arrêter et plus tard on dira s'il y a lieu, soit éviter qu'il ne se produise. Et en demandant d'ailleurs à l'État d'Israël un certain nombre de mesures provisoires qui pour beaucoup n'ont pas été exécutées. Est-ce qu'il y a génocide ou pas? Je ne peux pas vous dire. La Ligue des droits de l'homme a une résolution de congrès qui dit qu'il y a, et on affirme, mais pas d'un point de vue juridique, on n'est pas une juridiction, nous. Comme ceux qui utilisent le mot génocide, tant en manifestation que dans les slogans, que dans les communiqués, ne sont pas des juridictions. Mais ils l'utilisent de manière politique et ils disent, nous, on dit, il y a un risque avéré de génocide. Et notre appréhension de ce risque et du mot génocide évolue, mais de manière politique. Et en fonction aussi des informations qui nous parviennent. Le rapport d'Amnesty peut nous faire évoluer. Le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt qui soit lancé contre Netanyahou, contre Yoav Gallant et contre des dirigeants du Hamas par la Cour pénale internationale, mais qui ne retient pas la qualification de génocide et qui ne retient que le crime contre l'humanité, et on revoit l'histoire de ces deux conceptions différentes qui visent à protéger contre un crime, un contre la dignité de la personne humaine, l'autre contre le fait de vouloir viser une ethnie ou un peuple ou une identité, justement, et pas l'humain dans l'homme. Et on revient sur ces concepts extrêmement fondamentaux. Eh bien, et j'en aurais terminé, sauf à dire un petit mot sur la colonialité et le colonialisme. On peut déborder du 10. Ouais, et j'ai fini. Mais on peut très bien utiliser des concepts juridiques et des qualifications juridiques à des fins politiques. Personne ne l'empêche. Encore heureux, on a cette liberté. La question, c'est quelles en sont les conséquences. Si on les utilise, c'est pour éviter que ça se produise. Donc moi, je dis oui, bien sûr, il faut, si on peut éviter que ça se produise. Est-ce que ça crée pas forcément des clivages au sein de la société française et que ceux qui ont vécu, c'est-à-dire qui se reconnaissent aux identités, notamment juives, et qui se reconnaissent comme ayant leurs ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents vécu un génocide, ne se sentent pas visés spécifiquement parce que lorsque dans les manifestations on parle d'Israël, on parle quelquefois des juifs et l'on dit le mot génocide, est-ce qu'ils ne considèrent pas que le fait d'utiliser le mot génocide est un renversement du stigmate et ça peut être éventuellement être caractérisé d'un point de vue politique comme de l'antisémitisme aussi. Vous voyez, il y a tout ça. Tout ça est à prendre en considération quand on utilise les mots, il faut les peser pour voir leurs conséquences dans le champ social. Et pour finir sur le colonialisme est inséré pleinement et totalement dans nos structures sociales. Le racisme et le reliquat le racisme est un concept qui n'a pas d'ailleurs été créé par l'extrême droite, mais il a été créé et porté par l'humanisme. Il faut le dire, par les intellectuels au XIXe siècle.
Parce que l'idée coloniale, c'était d'aller apporter la civilisation aux barbares, la dignité humaine, irriguée de christianisme aussi d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas oublier ça. C'est que, comme l'antisémitisme, le colonialisme, le racisme, il ne vient pas que de ceux qu'on pense être nos ennemis. Il vient de notre pensée, de notre structuration historique et intellectuelle. Il faut tout nous reconstruire et nous déconstruire en permanence. Et évidemment, il a irrigué la société française, puisque la France a été un des pays coloniaux, les plus coloniaux, et que aujourd'hui, nous avons des structures institutionnelles, patrimoniales, de pensée, de gouvernance, qui sont irrigués par cette histoire de la colonialité. Et il ne pourra y avoir de début, de début pour envisager la fin du racisme, la fin de l'identitarisme homogène, qui n'a rien à voir avec l'articulation de ces identités. Il ne pourra y avoir de début de réparation de tout ça que lorsqu'on aura commencé à appréhender réellement ce qu'a été le colonialisme, notamment en Algérie. Le rapport qui a été confié à Benjamin Stora est un début. Et voilà, pour les questions, j'espère avoir pu répondre au maximum des questions. Merci. En tout cas, on est obligé de s'arrêter et à regret, je pense qu'on est beaucoup à être frustrés parce qu'on aimerait bien rebondir sur des choses qui ont été dites. Alors, je ne peux que vous inviter à vous procurer le livre d'Arié, parce qu'il travaille ces questions et puis il va beaucoup plus loin dans un temps qui n'est plus le même. Là, dans le livre, on a le temps de le lire, et à souhaiter qu'on ait la possibilité de prolonger ces discussions